Je vois tous les chefs d'entreprise, plein de potes, leur famille, ça part en sucette. Et je me suis dit, est-ce que on pourrait pas mettre l'énergie entrepreneuriale au service de nos vies perso? Je culpabilisais, donc je rentrais, et quand je rentrais, je me donnais à fond, mais du coup, je creusais encore plus ma fatigue. Quel est le temps qu'on peut s'accorder à soi-même en tant qu'homme dans notre quotidien? Sur 100% du temps écoulé, il est proche de zéro. C'est pas s'occuper de soi dans un repli égoïste, c'est s'occuper de soi pour être en forme avec les autres. Moi, je trouve ce qui n'est pas évident, c'est d'arriver à jauger entre la mission que tu as, le bien que tu peux faire par ton travail, et en même temps, tu veux pas cramer ta famille, même tu as envie de vivre quelque chose de beau. Le truc, c'est que quand j'étais là, j'étais vraiment là. Je pense que quand tu es absent, c'est si le père est là, mais il est dans son journal, dans son truc, les enfants lui redemandent quelque chose et il est pas là, c'est là où je pense qu'il ressemble plus. Et elle dit, c'est qui? Donc elle n'a pas reconnu son père. Messieurs, très content d'attaquer sur cette deuxième émission et on va commencer sur ce sujet qui nous préoccupe, en tout cas préoccupe beaucoup de papas patrons, qui est la gestion de l'équilibre entre cette passion de développer son entreprise, de conquérir le monde et en même temps cette envie d'être présent, prendre soin de sa famille. Cette passion aussi, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, et du coup, il y a cet écartèlement entre les deux. Paul, tu nous disais tout à l'heure que il y a eu des phases où tu faisais 200 dates par an, ouais, sur 365 jours par an, ouais, ça veut dire déplacement constant. Ouais. Les enfants, ils étaient bas âge, là où ils avaient déjà quitté. Ils avaient de 6 à 16 ans. Comment tu gérais ça déjà en termes d'équilibre? Ouais. En termes intérieurs aussi, de te dire, je suis 200 fois pas là par an, loin des enfants. En fait, je jouais 5 jours par semaine à Paris. Ouais. Et là, il y avait moyen, les enfants venaient le week-end, donc je pouvais aussi, tu vois, je joue que 2 heures le soir, donc il y a moyen la journée de pouvoir quand même faire des trucs en famille et tout ça, même si c'est pas tout à fait la même chose, parce que même si je n'ai pas de stress pour jouer le soir, parce que je connais mon sujet, je sais que ça fonctionne et tout, mais malgré tout, je sais que mon pic de forme doit être à 8h30 quand je monte sur scène, donc même si c'est pas stressant, il y a quand même une petite attention qui est sur... Est-ce que vous étiez à Paris à ce moment-là? Non, on habitait à Aix-en-Provence. Donc toi, tu passais la semaine? Je passais la semaine, j'ai du mardi au samedi et je rentrais le dimanche matin et je repartais le mardi midi. Et cette vie-là, elle donne quoi? Parce que c'est vrai que la tentation, à un moment qu'on avait le bureau à Paris, nous on était soit à Bordeaux ou à Strasbourg, de me dire je vais passer plusieurs jours par semaine, c'est revenu, mais à chaque fois je me disais mais trop dangereux. Ouais. Moi je le voyais pas comme un danger, on était en contact au téléphone tout le temps. Ouais. Et surtout aussi les 2 jours où on se voyait, mais parfois les enfants venaient aussi le week-end, donc ils arrivaient le vendredi soir, il avait avec Corinne. Donc tout le monde de la famille revenait, on se retrouvait. Donc c'était pas juste, parfois c'était juste, toi, je partais le mardi après-midi jusqu'au vendredi, c'est encore, c'est gérable. Et puis aussi, avec le recul après, je me dis c'était long, mais dans l'instant, on le fait, ça dure 3 mois. Toi, j'étais 4 mois à Paris, et puis 4-5 mois en tournée. Et là, en tournée, quand j'étais, donc depuis Aix, si j'étais de Cannes à Lyon, Béziers, Perpignan, je rentrais le soir. Si j'avais 3 heures de voiture, donc j'étais quand même là la journée, et puis oui, j'ai pris énormément de bagnole pour essayer justement de garder cet équilibre. Ah oui, donc redoubler d'efforts pour... Redoubler d'efforts pour arriver, parfois repartir le soir. Pour 2 heures de spectacle. Ouais. Comment tu t'es conditionné, comment tu as réussi à faire en sorte de gérer le moment où tu as ton pic de forme? Du coup, ça m'intéresse. Est-ce que c'est une routine particulière ou est-ce que c'est un changement d'emploi du temps? C'est mentalement, en fait. C'est vraiment dans l'idée que c'est présent. C'est pas une routine qui est très formelle, mais c'est un truc présent dans ma tête. Je me dis, ce soir, c'est pas comme si ce soir je vais voir un film, quoi. Tu vois, c'est ce soir, Pas plus de divers. Il faut Voilà, par jour. Il faut être... Que ça? Non, rien. Pas plus de divers. Pas plus de divers, là. Ouais. J'ai joué une fois bourré. Ah ouais? Et alors, expérience? Et t'as été meilleur que les autres fois ou pas? Non. Mais ça a passé, heureusement. On est arrivé, c'était près de Grenoble, et on jouait le soir, on arrive le midi,
Et là, on est accueillis au bord du lac du Bourget. Il est midi, bon, un petit apéro, et puis il fait beau au mois de mai, une petite bouteille de rosé, et puis vraiment, puis on est parti on est resté jusqu'à 6 heures du soir, ça a fini à la Chartreuse et tout ça. Et quand les gens m'ont vu arriver, ils disaient, il ne pourra pas jouer. Et j'ai été me mettre sur un banc. C'était un hall sportif, un grand hall sportif. Et donc j'étais mettre dans le vestiaire sportif, pris une douche, un peu de coca, et puis c'est reparti. C'est reparti. Les gens n'ont rien vu, heureusement. Wow. Et donc ça peut arriver. Mais là aussi, dans cette combinaison vie de famille aussi, c'était sympa de combiner justement les deux. Parfois, toute la famille venait aussi. Puis on a essayé de... Et est-ce que tu as déjà reparlé avec tes enfants de cette période-là et comment eux le vivaient? Parce que moi, je pense que c'est dû à mon père qui, lui, a beaucoup refusé de voyager, où il disait beaucoup pour la famille. Donc, je pense que moi, j'ai été conditionné comme le déplacement, c'est mauvais. Ouais. Mais en fait, j'en sais rien. Toi, tes enfants, ils l'ont vécu comment? Les enfants m'ont jamais reproché. Ils n'ont jamais eu le sentiment que j'ai d'avoir un père absent. Ils me l'ont dit après. Mais le truc, c'est que quand j'étais là, j'étais vraiment là. Je pense que quand tu es absent, c'est si le père est là, mais il est dans son journal, dans son truc, les enfants lui redemandent quelque chose et il n'est pas là, c'est là où je pense qu'ils ressentent plus. Et c'était naturel pour toi d'être pleinement présent, t'arrivais à déconnecter? Mais j'ai eu un petit apprentissage. En fait, au début, avant le spectacle, je faisais des conférences. Ouais. Et j'avais un peu été éduqué dans l'idée, le repos du guerrier, j'arrive, moi je dois être fatigué parce que j'ai quand même fait beaucoup de trucs. Et quand je voyais et Corinne avec les 4 enfants à la maison qui étaient petits et tout, en fait, je me suis rendu compte que c'est bien plus fatigant pour elle d'être avec les enfants et les conduire à gauche et à droite, etc., plutôt que moi qui suis à faire mes conférences. C'est pas si fatigant que ça globalement. En fait, et en changeant ça, je me suis dit, en fait, quand je reviens, je dois plutôt être une ressource pour Corinne et les enfants plutôt qu'être là en disant maintenant il faut que je me repose. Non. Et moi, ça m'a ressourcé beaucoup plus. Je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus ressourçant pour moi de me remettre directement dans le bain, d'être avec les enfants, d'être actif, d'être dans la famille et tout, plutôt que de dire je dois prendre du temps parce que je suis fatigué. Et déjà, en fait, ce mindset mental-là, ça, je l'avais changé il y a quelques temps. Mais c'était important. Pour moi, c'était fondamental de changer ce... Et donc, tu penses que c'est qu'une histoire de mindset? C'est-à-dire qu'en gros, quand tu te disais « Oh, je suis KO », c'est comme si tu te laissais un peu aller. Oui, qui était quand même un peu d'éducatif. Je dois être comme ça parce qu'on m'a dit que c'était comme ça, toi, un peu. Alors, il y a des moments où j'étais crevé quand même, hein, donc ça, je vais pas... mais il y a une partie quand même où il y a un conditionnement. Moi, je me remarque que quand je revenais de 3-4 jours à Paris, et souvent, moi, je me couchais très tard, parce qu'il y a des discussions, je culpabilisais, donc je rentrais, et quand je rentrais, je me donnais à fond, justement parce que je voyais que pour Hélène, ça avait été hyper intense et tout, mais du coup, je creusais encore plus ma fatigue. Ouais. Et après, j'étais un peu aigri quand même. Et tu récupérais quand? Je sais pas, hein. Moi, j'ai creusé une dette de fatigue et du coup, je trouve que c'est compliqué de trouver le juste milieu. Mais ça dépend des âges aussi. Parce que le sommeil, ça se gère. Ouais, mais je connaissais pas moi tout ça. En fait, la dimension de sommeil et tout, comme j'avais pas l'impression d'avoir beaucoup besoin de dormir. Mais c'était une connerie parce que plus je suis fatigué, plus j'avais envie de manger, plus mes addictions, en fait, je me disais, je suis KO. Moi, je irai m'acheter une chocolatine demain matin, là, ça va me. En fait, la bouffe, c'était ma carotte. Après, ça a été la clope. J'étais KO, je dis, ouais, tant pis, demain, je me ferai. En fait, ça me sortait du lit quand j'étais KO de dire, on va fumer une petite clope. Ah oui. Et là, j'allais. En gros, c'est comme les addictions. Pour moi, ça a souvent été la carotte qui me fait faire le pas de plus. Il y a un truc qui était marrant aussi, c'est que quand je faisais mes séminaires, les conférences et tout ça, je commençais à 9h du matin, je finissais à 6h du soir, et même si je n'étais pas à la maison, j'avais un rythme normal. Je me levais tôt. Quand j'ai commencé les spectacles, j'ai commencé à être décalé. Et je sais que même si intellectuellement, pour Corinne, ça changeait rien. De toute façon, je n'étais pas là, donc je me lève à 6h du matin ou à 10h, ça ne change rien pour elle. Mais quand même, en fait, ça a été plus difficile, je pense, pour elle, de dire, moi, je dois me lever à 7h du matin ou à 6h30 pour aller conduire les enfants et tout. Et alors que lui, il dort. Même s'il est loin, c'était plus... Ah oui, vous étiez en décalage. Ouais, le décalage
d'horaire, même si on n'est pas présent, était pas perçu différemment. Toi, tu fais beaucoup aussi de longs déplacements à des moments, pour des tournages et tout. Ouais, alors moi, ce qui est embêtant, c'est que... Enfin, embêtant. Non, j'aime ça, mais c'est que c'est jamais régulier. Ça peut être 2 jours, la semaine après 3 jours, après rien. Et après 5 semaines d'un coup, j'ai eu des longs tournages. Et donc là, il faut que j'arrive à bien le régler avec Florence, avec ma femme, avec des enfants. Et c'est sûr que la grande crainte, en plus ma femme, c'est ce qu'elle a vécu, son père est en déplacement et un jour, un vendredi soir, il rentre. Et elle dit, c'est qui? Donc elle n'a pas reconnu son père. Ah ouais? Ah ouais, donc on est censé... Donc son père était tellement ému, il a changé de métier direct, quoi. Ah bon? Ouais. Elle avait... Elle avait 4-5 ans, mais je pense qu'elle a fait une petite provoque aussi. Ah oui. Et, mais ça te choque quand t'es un parent, tu fais, oula, j'ai loupé un énorme truc là. Ouais. Donc du coup, on est sensible à ça, mais en même temps, le métier est tellement dingue. Moi, je trouve ce qui n'est pas évident, c'est d'arriver à jauger entre la mission que tu as, le bien que tu peux faire par ton travail. Moi, faire des films, révéler des sujets, faire du bien, ça permet des réconciliations dans les familles, parce qu'on a beaucoup de sujets sociétaux. Tu peux te prendre pour un sauveur, un missionnaire, et en même temps, tu veux pas cramer ta famille, même tu as envie de vivre quelque chose de beau. Alors ça me fait rire parce que souvent, quand je vais à l'école, mes enfants sont dans une petite école privée là, et je vais rarement, c'est à 4h30, je comprends pas les gens qui vont, bref, mais à 4h30, je sais pas comment tu fais pour bosser, et en fait, moi j'y vais jamais, et donc le peu de fois que j'y vais, mais je me prends des remarques, j'ai l'impression qu'il y a un corridor, et là ils font, ça fera plaisir à tes enfants. C'est en mode le monde entier et mes enfants et moi, l'horreur, je déteste ces gens-là. Bref, mais et puis d'autres qui disent mais ça, on te voit pas depuis longtemps, ça va aller les enfants, tu les vois, mais c'est hyper jugeant. Parce que je correspond pas au. Moi j'ai une théorie là-dessus parce que j'ai l'impression qu'on a basculé. Avant c'était complètement normal de pas aller chercher ses gamins ou voilà. En tout cas pour monsieur, et aujourd'hui c'est vraiment un père pas présent, c'est vraiment abusé quoi. Ouais. Et bon, ma théorie qui est peut-être un peu simple, mais si on regarde tous les films, en tout cas moi de ma jeunesse, c'est souvent le cliché du papa qui travaille, qui peut pas aller au match de baseball, qui a oublié l'anniversaire, qui est pas présent, qui est pas là. Et en fait du coup je pense qu'il y a cette sociétalement parlant, il y a eu un switch où en fait en même temps on a voulu corriger quelque chose d'un père non présent. Et du coup ça, on est dans l'autre côté. Moi on était un peu précurseurs quand je faisais mes séminaires avant les spectacles SOTA, quand je travaillais à la maison, moi j'allais souvent chercher les enfants à l'école parce que ça prend 20 minutes puis je continue à travailler après. Donc c'est pas très compliqué en fait quand tu peux, si tu es libre de ton temps. Tu vois, quand tu travailles dans une boîte c'est plus compliqué, mais quand tu es chez toi à travailler, tu peux arrêter ça. Mais il n'y avait pas beaucoup de c'est des gens comme eux qui jugent. Non, voilà. Justement, j'étais pas du tout. Mais c'était drôle de voir la minorité. Enfin, j'étais vraiment un des pères. Le père parfait. Le père qui était là, toutes les femmes. Tellement investi, il est tellement investi. Et ce soir, et le soir à leur mari. Mais tu sais, il y a un père qui est venu. C'était les boules, quoi. Mais après, moi, je vois du coup, en plus, j'ai eu une éducation, moi, avec un papa qui travaillait à EDF, donc il rentrait quasiment à la même heure tous les soirs, en bus, dans l'autisme à EDF, machin. Vers 5h30, 6h, il était là, on faisait plein de bricolage ensemble, on avait plein d'associatifs, grosse présence, quoi, du père. Et du coup, des fois, j'ai cette idée, je me dis, moi, je fournis vraiment, vraiment moins de temps en présence pure à mes enfants. Mais je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est assez. Enfin, j'ai pas la sensation de pas être là. Parce que quand je suis là, j'essaie d'être au taquet. C'est ça. Vraiment d'y vivre quelque chose. Alors, j'ai du mal parce que j'ai la fatigue. Ça, c'est dur. Et je détends. J'arrive à la maison, j'ai plus de forme. Alors, peut-être que c'est mental, je vais essayer. Mais par contre, donc si je me laisse couler, si j'ai pas un projet, je suis mort. Donc là, je sers à rien le week-end et en plus, je suis là, c'est le pire. Par contre, si j'ai un truc, du genre on part randonnée ou on va faire un projet, là je suis au taquet, il y a des trucs. Parce qu'on a plein de nouvelles, on a des choses à raconter du coup, parce qu'on s'est pas vu depuis un moment, et c'est hyper intense. Alors après, moi j'avoue, si mes enfants me disent à un moment donné on te voit pas, c'est vraiment un manque, ça va me faire réfléchir. Est-ce qu'ils le disent à chaque fois? Je sais pas. Est-ce qu'ils l'expriment? Je sais pas trop. Mais il y a tellement de gens qui doivent, tous les marins, en fait, c'est les militaires, c'est énorme en fait le nombre de gens quand même qui sont loin de chez eux pendant les périodes régulières. Il y a un truc, on arrive à
peu près depuis quelques années à gérer, j'ai pris conscience qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que patron, on a une chance dont on bénéficie, qu'on se permet peu d'employer. C'est la liberté du planning. Et j'ai mis, moi, quasiment 8 ans, après le début de la boîte, à profiter de ça. Parce que tu veux aller être au taquet, tu veux faire de la trésor, tu veux être sûr sur les arrières. Et à un moment donné, je me suis dit, mais purée, mais si seulement je vois tous les chefs d'entreprise, plein de potes, leur famille, ça part en sucette. C'est hyper courant. Presque, je pense, j'ai pas vu les statistiques, mais j'ai l'impression qu'il y a presque plus de patrons qui ont des familles démembrées que d'autres. Et je comprends pas. Je dis, putain, c'est des gens hyper smart, hyper fins, qui sont capables de porter beaucoup de poids, beaucoup de galères. Hein. Enfin, un patron, il porte beaucoup. Enfin, si les salariés savaient, c'est lourd. Hein. Et je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas mettre l'énergie entrepreneuriale au service de nos vies perso? Ça serait dingue. Tu vois, la créativité, l'ambition, t'as pas de moyens, tu vas trouver des moyens. Et du coup, je me suis dit, je vais le faire au moins pour le couple. Et on a fait un truc qui est tout bête, hein, il n'y a pas besoin d'être patron, mais on a mis en place un rendez-vous de 1h30, 2h par semaine, et on essaie de se le tenir avec ma femme. Et le mieux, c'est en pleine journée. Ouais, c'est en pleine journée. Ça, c'est un énorme kiff. Ah ouais, parce que en fait, je me suis dit au début, mais comment je vais tenir? Il y a toujours des trucs. Et en fait, on y arrive à peu près, ou sinon on le décale, comme un vrai rendez-vous. Et je me suis dit, c'est génial, parce que dans mon agenda, dans Google Agenda, là, en fait, les premiers trucs qu'il y a écrit, c'est Florence. Et donc, je me suis dit, j'ai mis les premières briques les plus importantes dans le planning. Et j'étais assez fier de moi, mais pourtant, c'est pas un truc de dingue. Mais comme c'était pas une habitude, et là, j'aimerais maintenant mettre en place d'autres choses comme ça. Enfin, moi, c'est les petits équilibres que j'essaie de me dire, attends, t'es un entrepreneur ou t'es pas un entrepreneur? T'es un entrepreneur pour ta famille ou pas? Je suis en train de préparer là, une future interview. Le gars a écrit une analyse un peu sociétale sur le couple, justement. Et lui, en gros, son analyse, c'est de dire que la cellule couple est celle qui est le plus fragilisée, dans lequel on fait le moins de choses. Avant, là, un couple, ils travaillaient ensemble. C'est-à-dire, en gros, boulanger, madame, monsieur, paysan. Enfin, il y avait vraiment une unité. Donc, tu bossais ensemble, tu gérais le planning ensemble. Et aujourd'hui, les deux travaillent, doivent aussi gérer les enfants. Toutes les tâches domestiques, elles sont toujours là. Et qu'en gros, le dernier élément, c'est le couple. Et que justement, c'est ça qui fragilise énormément les familles. Hein. C'est que ce qui devrait être le premier, quand le couple va, moi, mon nouveau slogan, c'est l'union fait la force. C'est-à-dire que quand il y a le... C'est belge, hein? Ouais, c'est la devise belge. C'est chez nous. Ouais, je m'en suis rendu compte après coup, mais c'est dingue. C'est ça, c'est que en gros, l'unité... En fait, de l'unité naît la force, mais l'unité, ça demande du temps, ça demande de se parler, de débriefer. Et pour aller dans ton sens, de prendre conscience qu'en fait, en réalité, on pouvait aller manger ensemble à midi, se voir l'après-midi et tout ça. Et que, du coup, le soir, on le vivait différemment. Et au lieu d'avoir notre moment d'intimité ou de débrief de nos à 22h où on est juste au bout. Et là, tu as juste envie de t'embrouiller, en fait. Ça changeait tout, mais c'est vrai qu'il faut se l'autoriser et c'est pas évident parce que moi en tout cas je culpabilisais vachement de me dire allez lundi aujourd'hui Hélène on va au cinéma, on va faire ça et après je me dis mais si je prends tous ces risques faut bien qu'il y ait un avantage à un moment ou à un autre, quoi. Moi ce qui m'a bloqué c'est qu'en fait dans l'agenda en gros ils savent que je suis pas au boulot, mes équipiers, et je sais pas, moi j'ai la conception militaire, c'est que t'es le premier quoi, le chef il est devant, il va au front, et si t'es pas là c'est en mode vas-y mais je me suis dit, c'est totalement imbécile parce que si je suis pas en santé moi-même, il n'y a personne qui suit. Et puis les week-ends et les soirs et le matin très tôt, en fait, j'ai pas besoin de leur prouver. D'ailleurs, j'ai projeté parce qu'ils m'ont jamais fait de remarques sur ça, les équipiers. Peut-être même ils trouvent cool que je m'occupe de en couple. Mais j'ai mis du temps à trouver ce truc hyper simple, cette discipline. Je sais pas comment... Alors, vous avez des moments de famille avec des enfants, quoi, vous essayez de caler Maintenant, les enfants, moi j'ai 2 enfants mariés, il n'y a plus personne à la maison, donc c'est plus facile. Oui, c'est différent, mais on n'a plus besoin de ces moments. Parce que du temps, vous en avez en fait. C'est ça. C'est plus sous le stress de devoir se dire mais les enfants vont chercher à l'école et ci et là. Ça, c'est... Moi, où j'ai vécu des extrêmes, c'était les vacances. Les vacances. En fait, au début, j'étais tellement sûr que mon boulot était important, la boîte à tenir, tout ça,
que des fois, je lui donnais mon temps de vacances, mais je dis par contre, il y a 2-3 jours au début, c'est pas sûr, quoi. C'est glissant. C'est hyper foireux pour ton épouse ou ton époux de préparer, c'est n'importe quoi. Mais moi, j'étais sûr. Donc c'est arrivé, ça c'était je me suis dit, là, il y a un problème. J'étais au bureau, elle arrive, elle fait toc-toc, elle dit, ça y est, nous sommes prêts. Donc je sors du bureau, je mets mon cul dans la bagnole. Elle avait chargé toute la bagnole, il y avait les enfants attachés et on partait en vacances. Et je dis, on va où? Et là, je me suis dit, non, là, il y a un truc qui marche pas. Il y a un petit peu. Ouais. Et du coup, je me rappelle, dans un bar, je rencontre un soir un pote qui est entrepreneur et il était sur ces sujets-là. Il me dit, putain, je crois que moi, je vais être clair maintenant. Si on est des patrons, on décide. Je vais prendre 4 semaines l'été. Bim, je coupe tout, famille au taquet. Je dis, wow, le mec, la niaque de ouf. Là, ça m'a motivé parce que je dis, ah ouais. Et moi aussi, je suis un entrepreneur. Donc, j'ai fait ça l'été d'après. Et puis l'été d'après, et ça a marché. En fait, je l'ai préparé du coup, mais ça s'est même pas senti. Et 2 ans après, je l'ai retrouvé. Je fais alors, merci pour ton conseil. Il dit, putain, mais moi, j'ai même pas pu l'appliquer. J'ai pas réussi. C'est génial. Alors, dernièrement, j'ai écouté un youtubeur. Il disait que, en gros, les 20 prochaines années, elles vont être hyper intéressantes parce que justement, le rôle du père, la place du père dans la famille a énormément évolué avec des papas de plus en plus présents. Et on n'a aucune idée quel genre de société ça va faire, en fait. Il y a un peu ce terme que tu as utilisé, je ne sais pas si c'était ce matin ou dans nos discussions, de déconstruction, cette petite blague en mode « t'es déconstruit ». Et ça, c'est un peu l'objet de ce podcast, c'est de me dire, moi, je me retrouve dans aucun des mouvements. Il y a ceux qui disent « c'était mieux avant ». Donc, ils s'ancrent sur les anciennes traditions. Puis, il y a ceux qui veulent tout péter, en fait. Et moi, j'ai l'impression que c'est un peu des deux. Qu'on fait... Moi, je me trouve à la fois hyper tradi et en même temps hyper moderne, où, en fait, il y a plein de choses qui ont évolué. À vos yeux, c'est une question assez large, mais qu'est-ce que vous souhaitez garder de l'ancienne manière, des anciennes traditions, en tout cas, dans l'éducation, le rapport peut-être au travail, au couple, et qu'est-ce que vous voulez faire sauter ou déconstruire, justement? Ouais, intéressant aussi. Moi, on est dans l'idée de l'égalité de plus en plus. Et, enfin, c'est pas encore acquis partout dans le monde et tout, mais je pense qu'on avance bien là-dessus. Mais moi, j'aime bien quand même d'être dans l'idée, dans le respect de nos différences aussi. Et je pense que une voie qui irait vers le fait de la répartition des tâches 50-50, de toutes les tâches à 50-50, ce sera l'aboutissement et on arriverait là à l'égalité totale. C'est pas complètement le truc. Je pense qu'on a chacun nos spécificités aussi, et autant faire ce qu'on fait bien et ce qu'on a plaisir à faire. Si on a du plaisir, autant faire 100% de ça plutôt que de déléguer. Et notamment, il y a un truc important pour moi dans l'éducation des enfants, où je pense qu'il y a une part importante du rôle du père, c'est évidemment d'être avec s'occuper de l'enfant, mais c'est aussi de s'occuper de la mère, justement dans la petite enfance. Dans la petite enfance, c'est important. Et je crois que parfois certaines femmes aimeraient bien mieux que leur mari s'occupe d'elles plutôt que de prendre le temps pour changer les couches ou la petite fleur ou nourrir le bébé. Hyper intéressant. Et tu penses pas que c'est... Et tu penses pas aussi qu'il y a le fait de s'occuper de soi qui n'existe pas quand t'es un homme? Ah ouais. S'occuper de soi, dans quel S'occuper sens? de soi-même. Si on fait parce que tu dis l'homme doit s'occuper des enfants, mais doit aussi s'occuper de sa femme. Est-ce qu'il ne doit pas aussi, oui, dans un premier temps s'occuper de lui? Tu vois, parmi les clients que je peux avoir là, des chefs d'entreprise, etc. Tu en as effectivement qui bossent peut-être un peu comme toi du matin au soir, qui se donnent à fond pour leur famille, pour qu'ils aient de quoi manger, avoir un toit sur la tête, etc. Que le soir, quand ils rentrent, ils ont quand même cette notion de vouloir participer à la vie familiale, donc faire à manger, faire les tâches ménagères, etc., etc. Et puis au final, à la fin de la semaine, à la fin du mois, sur 100% du temps écoulé, le pourcentage de temps qu'ils se sont accordés à eux-mêmes, en fait, il est proche de zéro. Ce qui fait que tu te retrouves avec des bonhommes qui ont qui ont entre 40 et entre 35 et 45 ans, ils ont des physiques qui sont plus les mêmes que les physiques de sportifs de 20-25 ans. Ils sont fatigués, usés,
parfois aigri, parce que c'est dur, et en plus de ça, avec la société actuelle, bah, maintenant c'est encore pire d'être un homme, tu vois ce que je veux dire. Et donc peut-être que la priorité qu'on devrait avoir, c'est quel est le temps qu'on peut s'accorder à soi-même en tant qu'homme dans notre quotidien. Tu vois. C'est tout dépend. Il y a une partie égoïste là-dedans, c'est s'occuper de soi. Comme tu disais, c'est mettre les premières pierres pour être bien avec les autres. C'est pas s'occuper de soi dans un repli égoïste, c'est s'occuper de soi pour être en forme avec les autres. Comment tu peux t'occuper des autres si tu sais pas bien toi. Même pas t'occuper de toi-même. Tu penses à quoi comme genre de temps ou d'activité ou... Bah, ça dépend des gens, mais ça peut être avoir du temps pour soi pour lire, ça peut être du temps pour soi pour aller faire une expo, ça peut être du temps pour soi pour aller voir ses amis, ça peut être du temps pour soi pour aller faire du sport. T'as beaucoup de... Enfin, je vois autour de moi, en tout cas, je sais pas si mon entourage représente 100% des gens, mais des mecs qui ont, qui ont la quarantaine et ils ont plus aucune vie personnel, ils ont plus de... Et généralement, c'est le moment où ils divorcent, et au moment du divorce, ils se rendent compte que oui, effectivement, ils ont des corps de lâche, ils sont plus intéressants parce qu'ils ont plus de vie sociale, et plein d'autres choses, en fait, au final. Moi, c'est vrai que les femmes aussi, on se met dans le corps de lâche ou dans le corps de lâche, c'est ça. Facile, t'as tendu le bâton. Lâche du cœur. Bon, je pense que si on fait une petite bagarre, je m'en sortirais bien, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, où ça me fait écho, après, moi, j'ai ce côté sauveur, donc moi, j'ai donné pour la boîte, j'ai donné pour la famille, et tu vois, là, le défi que je me suis donné pour cet été, là, c'était de me prendre 2 semaines tout seul. Donc j'en ai parlé avec Hélène et tout, et elle me dit ouais, trop bonne idée. J'ai mis des mois, je savais pas quoi faire. J'ai interrogé qu'est-ce que j'ai envie de faire, et le seul truc que je trouvais, c'est j'ai envie de dormir. En fait, c'était quand même bizarre. Hein. Et du coup, mais tu vois, après réflexion, mec, il coûte pas cher. Hein. J'ai mis du temps, hein, donc j'ai trouvé la destination, tout ça, c'est cool. Mais je sais pas si je ferais différemment en fin de compte, parce que d'une certaine manière, tu vois. Le fait d'avoir aujourd'hui une vie plus cool, pouvoir prendre du temps à faire du skate avec les enfants, même si prendre des mois, 2 mois des vacances l'été avec les enfants, tout ça, c'est parce que j'en ai chié pendant 12 ans et que j'ai bossé comme un malade pour essayer de bâtir ça. Tu vois ? Tu veux dire que c'est pas un conseil que tu donnerais à un jeune entrepreneur ? De faire quoi ? De prendre du temps, autant de temps. J'en sais rien en fait, justement. Je sais, j'arrive pas à donner de conseils. Moi, je sais que. Je crois que les étapes de vie sont hyper importantes. C'est ça. Il n'y a pas de règle pour tout le monde à n'importe quel moment. C'est ça. Quand tu démarres ta boîte, évidemment que tu vas t'investir un petit peu plus. Quand les enfants sont petits, évidemment que tu as besoin d'être plus présent. Parce que tu vois l'équilibre que j'ai. L'équilibre que j'ai aujourd'hui. En fait, je l'ai parce que mon bateau, il est lancé. Mon entreprise, elle est. Tu vois, on dit souvent qu'une entreprise, c'est comme une fusée. Tu as quasiment 70% de ton kérosène qui part au début. Après, tu as un 25% pour passer à la stratosphère. Une fois qu'elle est en l'air, il faut quasiment pas de kérosène. Aujourd'hui, il m'en faut encore. Mais tu vois, je reviens 2 mois de vacances. J'ai envoyé 2-3 SMS pour voir si elle allait. Le business, il va bien. La trésor, elle est mieux qu'au début. Et on a vendu des projets où j'ai même pas été là. Ça m'a pris 5% d'énergie, tu vois. Mais ça, c'est parce que ça fait 16 ans que je... Après, il n'y a pas tous les business qui le permettent. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne sais pas si j'aurais réussi en me disant... même si je pense avoir été quand même très bon. Tu vois, le soir, j'étais avec mes enfants, les week-ends. Mais par contre, moi, personnellement, je me suis mis de côté. Après, bon, j'ai 4 enfants. J'ai fait un choix d'avoir une famille qui prend énormément d'énergie. Mais moi, c'est l'origine de ce podcast. Comment réussir, moi, avec moi-même, avec ma famille, couple et enfants, et avec la carrière. Pour moi, c'est le triptyque. Mais j'ai rencontré personne qui a réussi sur ces 3. Même des vieux. Soit ils sont milliardaires, millionnaires, avec les enfants, mais corps de lâche, comme tu dis, pas bon. Soit, en fait, super famille, super corps, mais ils n'ont pas réussi. Enfin, c'est un triptyque dur. Ouais, c'est hyper dur. Mais tu vois, par exemple, quand je dis corps de lâche, c'est pour vanner. Mais, oui, non, mais j'ai bien compris. Mais en fait, le truc qu'il y a derrière, c'est plutôt être en bonne santé. C'est avoir un corps en bonne santé, donc, que ce soit d'un point de vue spirituel, psychologique ou physique. Et nos enfants ou vos femmes ont besoin d'un homme, j'imagine,
qui est en bonne santé sur ces 3 aspects-là. Et donc, comment tu arrives à avoir cet équilibre, cette bonne santé, si tu n'as pas du temps que tu peux t'accorder à toi-même Après, moi, j'ai l'impression qu'il y a un phénomène. Moi, j'ai commencé à 20 ans à entreprendre. C'est que tu es quand même porté par... je parle d'énergie physique. Moi, j'ai quand même fait du water polo, du sport et tout. Donc, quand j'ai commencé, en fait, c'est comme si j'avais 1000 points d'énergie qui étaient là. Et donc, du coup, je les ai consommés tranquillement avec le temps, tu vois. Et du coup, là, je suis arrivé dans le rouge, mais j'avais beaucoup de points. Je pense que si j'avais pas eu beaucoup de points, puis je me suis rendu compte aussi que ma mère, ça, c'est après coup, elle faisait hyper attention à ce qu'on mangeait. Ça, je n'avais jamais capté. Parce qu'en fait, elle le faisait, mais je n'ai pas l'impression qu'elle nous a enseigné. Mais je pense qu'aujourd'hui, si je refaisais le rythme que j'avais de 20 à 30 ans, je pense que ce serait très dangereux. Le truc aussi, c'est que ça dépend ce qu'on fait. Moi, comme tout ce que je fais me passionne, mon activité professionnelle, c'est du temps pour moi. Enfin, tu vois, c'est pas un temps. Ça, c'est vrai. Ça, c'est intéressant. Et aussi, quand je fais du sport, je travaille aussi parce que c'est là où j'ai mes idées pour mes bouquins, pour mes spectacles et tout ça. C'est là aussi, dans mon activité physique, je vais trouver. Donc, en fait, il y a une combinaison. C'est l'équilibre. C'est bien le sujet. Je vais le trouver on trouve cet équilibre là-dedans. Donc, j'ai pas spécialement besoin de me dire j'ai besoin de penser à moi parce que c'est quelque chose qui... J'ai un copain qui est chef d'entreprise, qui est papa aussi. Et lui, tous les étés, il prend 1 mois de vacances. Et donc, il part, par exemple, j'ai n'importe quoi... 2 semaines, prenons le Kenya par exemple, il part 2 semaines au Kenya avec sa femme et ses enfants par exemple, et il va prolonger tout seul les 2 semaines d'après. D'accord. C'est pas mal comme façon de faire aussi, tu vois. Moi j'avais fait, depuis plusieurs années, on a chacun notre tour 1 semaine avec Hélène tout seul, et en fait je me suis rendu compte justement que c'est plus facile, en fait après coup, de prendre du temps quand tu es en couple avec des enfants en bas âge tout seul qu'en couple, et il faut faire garder les enfants et tout. Du coup, nous, c'était un peu ces dernières années de dire, bon, on va essayer de se prendre un temps ensemble, mais faire garder les enfants, c'est compliqué. Mais chacun part 1 semaine. Et en fait, ça marche bien. Le fait de prendre... Et à chaque fois, c'était des retraites de méditation, des trucs comme ça. C'était pas j'ai rien au programme et je chill. Je suis dans un contexte. Après, moi, j'ai l'impression que l'exemple que tu utilises bien... l'élastique là pour partir. Non, moi, comme je pars en tournage, j'ai vraiment cette sensation. Et voilà, je reviens à la maison, je suis hyper content parce qu'il me manque profondément. Donc ça, moi, ça m'aide énormément parce que quand je reviens à la maison, en fait, c'est du fait de mon métier, mais moi, ça correspond à mon caractère. Moi aussi. Ça m'arrange bien. Ouais, tu le dis aussi. Ça arrange bien. Et après, un truc que j'ai découvert, c'est que souvent, quand des jeunes couples se forment ou quoi, on en parle, on débrief, nous, le vieux couple de 15 ans. Et souvent, j'aime bien poser cette question-là. Et moi, c'est celle qui me permet d'étalonner où j'en suis dans l'amour que j'ai pour ma femme. C'est combien j'élève ma compagne, combien elle m'élève. Est-ce que je sens que c'est la personne qui va me propulser Et en fait, c'est un peu ce jeu de la cuillère longue. Là. On va tous se donner à manger les uns les autres. Moi, j'aime bien ça aussi. J'aime trop quand c'est ma femme qui dit « Je vois que ça te fait du bien. » Par exemple, typiquement, quand j'ai voir mon pote David, vas-y. C'est un prétexte boulot, mais en fait, on a besoin de se voir, voilà. Je sais que moi, les potes, ça me saoule, quoi. C'est un carburant. Et elle le sait. Donc, elle me dit, si tu veux, à un moment donné, prendre un jour pour avoir des potes, aucun problème, j'organise. Et donc, le fait que j'ai cette liberté de ma meilleure amie qui me dit ça, de ma femme, déjà, elle arrive mieux à voir que moi mon carburant, parce que j'ai du mal c'est pas évident de savoir ce qui te fait du bien. Enfin, moi, du coup, moi, j'aime vraiment faire ça aussi avec elle. T'aimes faire quoi, de la musique, une sortie. Et je trouve que c'est ça qui est sympa aussi dans la famille, pour ceux qui sont en couple, c'est de se checker les uns les autres. Il y a ces fameux langages. Tu as besoin de ça, c'est ça. C'est sympa, c'est bienveillant, quoi. Et par contre, on part du principe qu'il y a un carburant pour chacun, ou plusieurs, et qu'il faut l'employer, quoi. Une fois, ma femme me dit, elle voyait que j'étais au taquet au boulot pendant une année de dingue, il y a 2 ans. Elle me dit, Damien, ça te dirait pas de faire une activité, quelque chose de nouveau? Quoi? Je veux pas faire de l'apiculture, du ping-pong, j'étais perdu parce que mon métier, j'ai l'impression qu'il prend toute la place. Du coup, j'ai même bugué depuis, j'ai même pas réussi à répondre à cette question. T'as pas fait d'activité? J'ai fait un peu d'apiculture, mais... T'as pris des lapins, non?
Oui, non, ça c'est quand je suis en tournage, ils font n'importe quoi à la maison. Hein. Ils ont acheté des lapins alors que je voulais pas. Ça, ils profitent parfois. Ouais, ils sont très forts. C'est là où c'est compliqué. Parfois, tu es obligé de lâcher prise par rapport à des décisions qui ont été prises sans toi. Quand tu n'étais pas là, tu dois accepter Tu peux rien dire. continue. Et ils jouent avec ça, ils te regardent. Il continue. Trop drôle. Mais j'aime bien trouver l'idée de trouver le carburant de l'autre. Ouais, c'est vrai. C'est. Paul, moi j'ai une question pour toi. Je suis revenu de cet été, je passais donc 4 semaines avec toute la famille, les 4. Et sur la fin, on était vraiment sous tension. Tu vois. Vraiment, les enfants, ça râlait, alors que c'était 4 semaines de vacances, super et tout ça. Ça se criait dessus, ça explose. Bon, mes gars, je pense qu'ils rentrent dans l'adolescence. Et puis du coup, forcément, ça déteint aussi sur Hélène et moi. On s'embrouille et tout. Puis un soir, on se crie dessus. Tu vois, Puis Hélène, elle sort une phrase comme ça, elle dit mais là j'ai l'impression qu'on n'est plus une équipe et tout. Et cette phrase, tu vois, elle fait tac dans ma tête. Je dis ouais, c'est vrai, là on est là en face de l'autre, on réfléchit pas ensemble. Du coup, bon, je m'apaise, je dis ok, essayons de réfléchir. Et je prends conscience que, en gros, on est 6 du coup, 4 enfants nous 2, on n'arrive plus à en placer une, mais tout le monde ressent ça. C'est-à-dire que les grands, ils n'arrivent pas à parler ce que les petites, elles veulent parler. Mais les grands, et en fait, on a un problème de partage de l'espace et du bruit. Et en fait, il y a un niveau d'agacement qui a commencé, où en fait, dès qu'il y en a un qui parle, l'autre veut parler. Et en fait, on a développé une genre de culture de l'agacement qui monte. Ça donne envie d'aller prendre des coups. Et justement, je me dis, tiens, dès que je rencontrais quelqu'un qui a eu 4 enfants, comment est-ce qu'il a ressenti ça? Comment il a géré ça? Donc moi, ils ont 12 ans, les deux, et après, c'est 5 et 4. Ouais. Et en gros, j'ai un vrai problème parce que je sais pas comment créer. J'espérais qu'au bout de 4 semaines, on aurait créé de l'unité, une forme d'harmonie. On est là, on parle, chacun. On a eu des petits moments. Ouais. Mais j'ai pas réussi à créer ça. Moi, un des trucs qui m'a aidé, j'ai stoppé d'idéaliser ou de partir en fonction d'un idéal que j'aimerais bien atteindre. Plutôt vivre l'instant présent, sans agenda de dire il faut qu'on passe à la fin, il faut qu'on soit unis et harmonieux. Et un des triggers qu'on a tous, moi j'appelle ça le syndrome Disneyland. C'est que, je ne sais pas si quand vous allez avec les enfants au parc d'attractions ou quoi, on voit les enfants qui se gueulent dessus les parents, qui tapent leurs enfants. Et c'est l'inverse d'une journée de rêve. Combien t'es heureux. Et tu peux te dire, mais c'est dingue, on nous vend du rêve, on nous fait le truc, etc. Et en fait, quand tu vois là, parfois les parents sont dans des états comme c'est pas possible. Tu dis, mais, c'est vrai. Et tu en payes une fois. Et la question, pour moi, simplement, c'est de dire, mais en fait, on a l'idéal des parents, c'est de dire, voilà, on va passer une journée. Et quand les enfants nous agacent, en fait, on se rend compte qu'on est en train de faire déjà 1000 fois plus que ce que nos parents ont fait pour nous. Ouais. Et on compare par rapport à notre éducation et à notre enfance et à nos manques. Et quand nos enfants sont en train de râler pour une barbe à papa, on se dit, mais moi, si j'avais été à Disneyland avec mes parents, moi, j'aurais été le plus heureux des petits garçons de la Terre, des enfants de la Terre. Et maintenant, ils sont là, on est à Disneyland, on fait tous les manèges, ils ont pris une gaufre, une glace et tout. Et en plus, ils râlent pour une barbe à papa, quoi. Et donc, en fait, ce qui nous révolte, c'est notre tristesse enfant qui rejaillit sur la manière dont on le voit par rapport à l'impression qu'on a d'en faire 1000 fois plus que nos parents et que et nos enfants ne savent pas ce qu'on... Alors moi, j'ai même pas besoin de leur dire. C'est que quand ils voient qu'ils râlent et qu'on réagit, ils vont faire... Ma petite, elle va faire « Attention, papa va nous expliquer qu'il n'a pas eu ça quand il était petit. » Et l'autre, il rajoute « Oh, mais on devrait être tellement content. » Il joue la propre. Mais comment tu gères un truc comme ça? Là, cette semaine... Tu gères ta propre frustration à toi. Ouais, mais tu vois, là, cette semaine... lundi, j'étais mort, j'étais dans le lit, je fais une sieste, je suis nauséeux, je me réveille. Eux, je leur avais dit non le matin, on ne viendra pas vous chercher plus tôt, les gars. Donc ils rentrent en vélo. Ils avaient saoulé pour avoir un vélo pour aller tout seul. Là, j'entends, il est 15h30, j'entends les vélos qui arrivent et j'entends Adelin, il ouvre la porte, il fait putain, il y a les 2 voitures, ils sont là à la maison et ils viennent même pas nous chercher. Oh mais franchement mon niveau de rage, je bondis comme ça, j'ai couru jusqu'à là, je fais qu'est-ce qu'il y a de là? Et là il a compris ce qu'il avait dit et j'avais envie de lui dire mais moi il y a personne qui est venu me chercher, elle est toute seule. Et en fait j'ai rien dit, je me suis contré, je me suis dit non mais en fait comment tu gères un truc pareil quand tu dis gérer sa propre frustration, mais ça veut dire quoi? Moi j'ai une question. Vas-y. Quand t'es parti en vacances avec tes enfants, toi t'avais un besoin,
Ce besoin, c'était le besoin de créer l'unité familiale pendant ce mois-là. C'est ça, si j'ai compris le truc. Ouais, je pense. Je sais pas si c'est un besoin, mais je me suis dit, moi, j'ai un idéal pour aller dans ce sens. J'ai envie de créer une harmonie dans les relations. Parce que si quand on est ensemble, on n'a pas de plaisir, c'est chaud. Et l'union fait la force. Donc, c'est-à-dire que si j'arrive à créer de l'union, il y a de la force. Et ça, tu l'avais verbalisé avec eux et tout. Vous avez expliqué comment. On en a beaucoup parlé. Et est-ce que ça représentait, genre, à quel moment on sait qu'on est dans cette union? Ouais, bah, il y a plein de moments où, quand ça se passe bien, je dis, waouh, on passe un super moment. C'est génial. Merci, les gars, vous avez joué avec les filles. Donc, j'essaye à chaque fois d'appuyer et dire merci. C'est pas parler de gratitude, mais juste que ce soit clair sur ce que. Ouais, c'est clair. Genre, entre toi, l'idée que tu as de ce moment-là et l'idée qu'eux, ils peuvent avoir de ce moment-là. Là-dessus, c'est très verbalisé. Mais pour moi, mon analyse finale, c'était, en gros, j'ai pas réussi à mettre des règles où je sais pas, où en fait on peut parler sans se faire interrompre. Donc c'est peut-être aussi l'âge des petits, mais même les grands, ils font que d'interrompre. Je parle avec Hélène et l'autre, il est à l'autre bout, il fait mais c'est quoi ça? Et non, mais t'es pas dans la discussion, cette sensation oppressive. Je pense que pour moi, un truc important, c'est de mettre des limites. T'es pas obligé d'être fâché quand tu mets une limite. Tu vois, comme, par exemple, pour répondre, tes enfants arrivent, tu as envie de leur gueuler dessus. Tu peux dire, oui, tu peux entendre leur étonnement. Tiens, voilà, les deux parents sont, ben oui, mais on est là parce que, ben voilà, on a envie de passer du temps sans être fâché. Si ça t'énerve, c'est parce que justement, tes parents n'ont pas fait le 10e de ce que, de ce que tu fais pour eux et tout ça. Et donc le problème n'est pas de dire oui ou non, ou le problème n'est pas l'attitude que tu vas avoir, c'est la réaction épidermique que tu vas avoir par rapport à ton passé qui peut encore être plus ou moins actif. Tes enfants sont les premiers à pousser sur ton bouton, quoi. Moi, je suis sorti avec 2 conclusions fort de cette soirée où on a discuté, je sais pas quelle heure, avec Hélène pour essayer d'analyser la situation. C'était il faut qu'on soit attentif au temps de parole. Donc, on va essayer de trouver des moyens pour vraiment être hyper strict sur quand il y en a quelqu'un qui parle, les autres n'interrompent pas. Donc ça va être des règles. Mais ça, nous, on avait le bâton de parole, par exemple. On l'avait à ce maison. Oui. On l'a eu un petit temps, pas très longtemps, mais c'est un truc. Je me suis dit que ça serait un truc. Et après, je pense que y a mon côté sauveur. Je pense que on s'est beaucoup sacrifié dans l'idée de dire je ferai plus que. Et en fait, c'est trop. Et donc, il y a un moment, comme j'ai pas l'impression d'avoir le fruit de mon investissement. Moi, j'avoue, quand c'est genre de moments, je les reconnais parfaitement. En plus, en général, c'est là où tu es fatigué. C'est le soir, moi, c'est vers 20h, 20h30. Moi, je dis carrément, je leur dis si maman et papa ils vont pas bien, il n'y a rien qui va aller. Donc, c'est même number one avant vous. Je leur dis c'est avant vous, c'est papa et maman, parce que tout vient de nous. Donc, c'est qu'ils entendent ou pas, mais c'est logique. Et du coup, quand ils abusent, par exemple, dans les temps de parole, ils veulent tout savoir, je dis stop, là tu files, tu vas ailleurs dans une autre pièce, où tu vas te coucher, maintenant c'est notre temps. Et je dois souvent, ça c'est régulier, hein. C'est notre temps à nous, je dis. C'est pas allez vous coucher. Vous avez fait votre partie, on était hyper présents, maintenant c'est à nous. Mais je le mets presque en mode compète, c'est-à-dire qu'on est papa et maman, il y a un camp, et les enfants. On est content d'être ensemble, mais s'il y a 2 camps, c'est ceux-là. Je l'assume complètement. Après, ça veut pas dire qu'ils sont d'accord. Hein. Le truc, c'est de le faire avec gentillesse. C'est d'être dans un espace de... Voilà, c'est comme ça, et tu as le droit... Ouais, on a toujours dit à nos enfants, tu as le droit de demander, j'ai le droit de dire non, et tu as le droit d'être fâché que j'ai dit non. Oui. Tu vois, engueuler ton enfant parce qu'il n'est pas content, je trouve ça pas bien, et c'est normal qu'il soit frustré. C'est plus fort que moi. Voilà, mais le fait qu'il réagisse mal, ça me rend encore plus fou. Justement, parce que justement, non. Beaucoup en fait. Mais ouais, tu vois, genre là, hier ou avant-hier, je sais pas, ils étaient je leur donne un super moment. Jusqu'à je sais pas quelle heure, on fait un katane, je les honore, je dis mon pote, on s'est pas vu depuis longtemps et je leur permets d'être là et tout. Puis à bout d'un moment, je dis là, il y a plus que 10 minutes, vous allez vous coucher. Tout. Et puis après, ils traînent. Je dis allez vous coucher gentiment. Maintenant, on y va. Et ils traînent. Mais au bout d'un moment, mais j'ai envie juste de monter le ton parce qu'ils n'ont pas entendu. C'est chaud. Comment faire quand on a des enfants et une famille pour passer de salarié à entrepreneur? Je crois que la première étape, c'est l'étape de l'alignement. Parce qu'ils sont bien beaux, tous les formateurs et gourous de l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux, c'est que pour la plupart, ils sont soit sans enfants, soit divorcés. Donc l'aspect famille et unité n'est pas très présent. Moi, je crois que c'est génial de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça
plein de vertus, il y a une liberté, il y a de l'ambition. Mais si c'est pour flinguer sa famille, je ne vois pas du tout l'intérêt. Alors moi, je crois que la première étape, c'est l'alignement. Je crois beaucoup à cette phrase, l'union fait la force. Quand le couple et par extension la famille est unie, il y a énormément de force. Et pour monter une entreprise, il faut être uni et il faut beaucoup de force. Alors ce que je te propose, c'est dans ce document gratuit, c'est un PDF très simple, je te propose 50 questions. Tu vas organiser une soirée en amoureux, faire garder tes enfants et passer du temps à deux. Alors ça peut être un week-end si vous voulez plus de temps. Et je te propose 50 questions pour vous aligner, voir si vous avez la même motivation, voir les points de friction. Imaginez les scénarios positifs, les scénarios catastrophiques. Imaginez des plans A, des plans B, des plans C, mais aussi imaginez qu'est-ce qui va se passer si ça se passe bien. Est-ce que le couple, est-ce qu'il va s'y retrouver? Comment les enfants vont se retrouver là-dedans? Quels sont les caps à pas franchir? Quels sont les rituels à mettre en place? Le nombre de vacances que vous voulez avoir ensemble, les plafonds en termes de revenus, en dessous de quoi vous ne voulez pas descendre. Vous allez aussi aborder tous les sujets de gestion de crise, de communication, les attentes, anticiper les problèmes. L'idée, c'est de pouvoir savoir si vous êtes prêt à vous lancer, si le couple et la famille est prête à passer à l'étape d'après. Et vous posez aussi un certain nombre de questions qui vont énormément influencer le reste de l'aventure. Souvent au début, il faut énormément de force. Alors, je te propose de télécharger gratuitement ce document, 50 questions. Il est tout simple, c'est un PDF. Tu le gardes sur le téléphone ou tu l'imprimes. Tu passes ces soirées en amoureux. Je te guide question par question pour pouvoir avancer.